Bon, juste un petit message dans Welcome. Bon, on va y aller. Au pire, ceux qui vont arriver arriveront. Alors, je me remets là. Alors, du coup, bonjour à tous. Je vais faire une petite intro à l'IA aujourd'hui. Bon, comme j'ai dit qu'il durerait environ 45, une cinquantaine de minutes. Donc ici, en fait, la question, c'est pas d'avoir des aspects techniques et un peu compliqués d'IA, mais voir l'aspect général, le pourquoi l'IA, pourquoi, d'où ça vient, pourquoi c'est venu, la raison, et à quel problème ça s'attaque, et aussi quelques applications intéressantes de la vie de tous les jours, pour vraiment que vous donniez un petit sens à ce qu'est l'IA, et que si autour d'une table avec votre famille, on vous demande ce que c'est, etc., que vous sachiez au moins répondre, voilà, d'avoir des notions globales, et pourquoi pas peut-être vous aider dans la suite de vos projets. Donc globalement, en fait, pour ce faire... Ah merde, ça se passe pas. Ah, voilà. Donc en gros, pour ce faire, on va bien parler des motivations, pourquoi l'IA et pourquoi on ne continue pas la programmation classique, mais on fait de l'IA, de l'intelligence artificielle, plutôt de l'apprentissage automatique. Je vais y venir. Après, j'ai parlé un peu des différentes terminologies pour faire un point, pour éclaircir, parce qu'on peut bien rapidement confondre machine learning, deep learning, data science, big data, faire un petit point sur tous ces aspects-là. Puis après, je vais vous faire une petite histoire de l'IA, mais rapide parce que ça peut être un peu lassant à force, mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Et donc ceux qui sont là, qui sont un peu spécialisés en IA, qui connaissent bien, j'ai fait pas mal de recherches sur ça, donc ça peut peut-être les intéresser sur ce point histoire. Et maintenant, quelles applications maintenant existent de l'IA, pour donner un petit sens sur plein de domaines différents de l'IA, qui sont vachement intéressants. On voit que tous les secteurs sont touchés, on verra. Et voilà. Ah oui, et avant, j'ai pas dit, je me suis inspiré principalement d'un prof de l'université de Cornell qui fait une playlist de vidéos hyper intéressantes sur le machine learning en général, mais aussi de d'autres sources que je mettrai à chaque fois. Là, c'est un peu la base, mais j'ai fait un peu aussi à ma sauce. Et globalement, je mettrai tout le temps les liens en bas à droite. Donc pour la suite, quand vous aurez les diapos, que vous saurez un peu, il y a toujours les liens. Donc globalement, les motivations. Pourquoi l'apprentissage automatique? Pourquoi l'IA? Donc juste déjà, on va se raccrocher aux bases. Nous, on a été habitués, même ceux qui sont de prépa, ils ont été habitués, même avant, à programmer, faire de la programmation, ce qu'on dit un peu traditionnelle. C'est-à-dire du Python, du C ou du Java, où en fait on donne une liste d'instructions classique, une séquence d'instructions d'un ordre, et ça va définir le comportement du système. Ça va dire décrire comment le programme se comporte. Donc c'est un truc qu'on est assez habitué, cette liste d'instructions. On peut par exemple spécifier, il y a Scratch, un truc pour les enfants qui est pas mal utilisé, et où en fait on met des blocs en dessous des autres pour faire une liste d'instructions. Ou en gros, nous on a l'habitude de faire quand on code, ceux qui codent, définir des fonctions qui vont simplifier un peu notre codage, mais cette construction de fonctions, elle est hyper intéressante. Parce qu'en fait, ça reprend un peu du coup la manière dont c'est construit la programmation, c'est qu'on a des données, on a nos arguments, des données, on construit un programme. Un programme pour notre objectif qu'on souhaite faire, et on retourne ce qu'on veut avoir. Donc on a des données, le programme qu'on construit et des sorties. Donc si on voulait un peu illustrer ce qui se passe, c'est qu'on a notre ordinateur, donc notre PC, votre PC portable, on a des données, le programme qu'on construit, et on fournit et le système boolean, ça dépend s'il est compliqué ou pas, et il donne une sortie, voilà, ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est ce qu'on a été habitué depuis longtemps, pour ceux qui vont programmer en prépa ou dans d'autres circonstances, ce qu'on a été habitué. Mais maintenant, on va s'attaquer à des limites. Quelles sont ces limites? En fait, pour comprendre ces limites de ce type de programmation, on va du coup faire un petit jeu. En fait, vous allez essayer de construire, je vais le faire, mais sous vos yeux, mais construire ta propre liste d'instructions, en fait, qui permettra d'identifier un chien à coup sûr. Je m'explique. C'est en fait, si vous voyez une photo, expliquez que, ok, sur la photo, s'il y a un animal avec un collier, avec ceci, avec cela, alors c'est un chien. Par exemple, je m'explique. Je prends un exemple. Si on voit une photo où l'objet est un animal avec au moins 3 pattes, un collier et une truffe, alors c'est un chien. C'est un exemple très basique, très simple. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle photo,
je vais appliquer ces consignes-là, et donc ce programme-là, en d'autres termes, et du coup, je vais voir si ça vérifie. Donc, par exemple, est-ce que moi, mon équation, entre guillemets, est vérifiée? Ici, il y a 3 pattes. Bon, ok. Il n'y a pas de collier. Donc, selon mon programme, c'est pas un chien. Bon, alors que clairement, c'est un chien. Le deuxième, c'est pas un chien aussi. Il n'y a que 2 pattes. Et le troisième, mon programme dit que c'est un chien, alors c'est pas un chien. Et du coup, pourquoi cet exemple-là? En fait, pour vous faire comprendre comment on définit un tel programme. Dans cet exemple précis ou dans d'autres exemples qu'on va voir après. Comment on définit un tel programme? C'est hyper compliqué. Il y a plein de particuliers à prendre, d'aspects à prendre qui sont extrêmement complexes et où nous programmer, construire un programme est hyper compliqué. On ne sait pas. Clairement, on ne sait pas. Donc en fait, d'un côté, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a un ordinateur qui savent faire des calculs extrêmement compliqués. On sait envoyer des fusées, on sait faire des calculs. Vraiment, on sait même prédire la météo. On a des calculs hyper puissants qui sont réalisés, mais d'un autre côté, pour des choses qui nous paraissent un peu intuitives, comme détecter un chat, et en fait, c'est hyper compliqué. En fait, ça, c'est un nom, ça s'appelle le paradoxe de Moravec. D'accord? En fait, c'est dès qu'il y a un raisonnement de haut niveau, dès que c'est des choses hyper compliquées, on sait. C'est facile à reproduire, à simuler et à coder, mais dès que c'est des choses qui relèvent un peu de sens commun, comme reconnaître un chat, ça relève du sens, de la vision, ça rappelle du sens, c'est hyper compliqué à construire un programme. Et donc, c'est là où va intervenir l'apprentissage automatique. Être malin, c'est au lieu de mettre en entrée des données et le programme, en sortie ce qu'on veut, par exemple notre chien, dans notre exemple, et le programme est la sortie. Là, toute l'essence de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire, c'est dans un cas de famille particulier. Mais ici, par exemple, en fait, on va donner les photos, on va dire à notre ordinateur, ça c'est des chiens, ça c'est des chiens, ça c'est pas un chien, ça c'est pas un chien, ça c'est des chiens, d'accord? Et c'est lui-même qui va construire le programme, d'accord? Donc je reviendrai après, mais ça c'est un cas particulier d'un type de problème, c'est l'apprentissage supervisé, d'accord? Je vais regarder ça, on va revenir après, mais ça concerne 90% des problèmes actuellement. Mais en fait, on donne nos photos, par exemple, dans notre cas, les photos avec les sorties, ce qu'on souhaite prédire. On souhaite prédire que c'est un chien. On souhaite prédire que c'est un chat. Donc, on lui dit clairement à l'algorithme, ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est un chien. Et c'est lui-même le programme, l'ordinateur qui va trouver le programme. D'accord? Et donc, en gros, clairement, on donne un ensemble de paires, données sorties, et l'algorithme va lui-même trouver le meilleur programme. Ici, par exemple, dans notre cas de chien, en fait, on donne des photos de chiens et on lui dit ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien, c'est un chien, et c'est lui-même le programme qui construit le programme. Ici, c'est un exemple de problème qui s'appelle la classification d'images. Et il y a un autre problème, par exemple, la critique de film, par exemple, c'est pour un peu aller dans d'autres univers qui sont pas seulement de la vision, mais aussi au niveau du domaine linguistique. La critique de film, on peut lui dire, je te donne une critique, dis-moi si elle est positive ou négative. Donc, on donne une critique à la donnée et on l'accompagne cette donnée-là de la sortie et on lui dit, tu vois, cette critique-là, c'est positif, cette critique-là, c'est positif, celle-là, c'est négatif, c'est négatif. Et c'est lui-même qui va construire le programme, d'accord? Ça s'appelle de l'analyse de sentiments. Voilà, c'est un domaine actuellement qui est assez intéressant. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que un système d'IA, c'est composé d'un modèle d'un algorithme. Ici, c'est représenté via notre petit PC, notre unité centrale. C'est un modèle, notre algorithme, d'accord, avec des données. C'est vraiment ce qui compose la majorité des systèmes d'intelligence artificielle. C'est un modèle, un algorithme, avec des données. Okay, il y a plein, du coup, les données, ça dépend du problème donné, et les modèles et algorithmes, ça dépend du type de problème, et ça se trouve par expérience, et il y en a énormément de modèles et algorithmes différents. Et donc, maintenant, on peut se dire, ah oui, donc on se rappelle, le problème avant, c'était quoi le problème avant? Le problème avant, c'était que le programme était compliqué à trouver. On se rappelle du chien, impossible à trouver un programme. Mais maintenant, du coup, c'est résolu. On fait tourner une première fois notre modèle, on le fait apprendre sur les données de la sortie, celle qui génère un programme, et on peut réutiliser ce programme-là pour prédire des nouvelles photos de chiens. Du coup, notre problème est résolu. Et en fait, ces deux phases-là, ces deux phases distinctes, hyper importantes,
C'est une phase d'entraînement et de test, ça s'appelle. On entraîne notre modèle à être performant, d'accord, sur les données d'apprentissage. Attention, performant, il y a un compromis à avoir, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, on entraîne notre modèle, d'accord, et puis sur ce modèle-là, d'accord, on va le tester. On va lui demander, avec ce nouveau modèle, on va lui demander, sur ces nouvelles données, comment tu es performant. Si je te donne, ok, tu t'es entraîné sur des photos de chiens, tu as réussi à bien, relativement, classifier des photos de chiens, les reconnaître. Maintenant, sur la phase de test, c'est sur des nouvelles photos de chiens, d'accord, sur des données qu'il n'a jamais vues, d'accord, comment il va se comporter. C'est là la phase la plus importante. C'est l'objectif de l'apprentissage automatique, c'est de généraliser. Ça s'appelle la généralisation. C'est-à-dire que si on lâche notre modèle, d'accord, dans la nature, si on le lâche, comment il va se comporter? Est-ce qu'il va être performant? Est-ce qu'il va être efficace? Est-ce qu'il va être précis? On veut minimiser son erreur. Donc ça s'appelle la généralisation. Et c'est vraiment sur la phase de test. C'est hyper important. Il y a une phrase que j'ai bien aimée qui est d'un intervenant qui est venu ici, c'est que de Anis Ayari, il faut que l'algorithme soit accurate in the wild. Voilà, il faut qu'il soit efficace dès le moment où il doit détecter des nouvelles choses, qu'il les détecte bien. Voilà. Même ça, c'est là tout l'essence de l'apprentissage automatique. Mais voilà, comme j'ai dit, ça c'est un type particulier où en fait on a des données et on lui fournit ce qu'il doit prédire, on lui montre ce qu'il doit faire, d'accord. Et une autre famille, une des 3 autres familles, ça s'appelle l'apprentissage non supervisé, où en fait, voilà, contrairement au supervisé, où on montre à la machine ce qu'elle doit faire, concrètement, ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est pas un chien, ça c'est un chien. On lui dit clairement ce qu'il faut faire. Non supervisé, on va laisser la machine apprendre toute seule à reconnaître les patterns, voilà, les ressemblants, les structures, les différences, certains patterns. Donc globalement, à gauche, on a notre exemple qu'on avait pris avant. On donne la photo et on lui dit clairement, ça c'est un chien. On lui dit clairement, ça c'est un chat. On lui dit, voilà, on met ce label, ça veut dire une étiquette, voilà, on lui colle l'étiquette, ça c'est ça, d'accord. Alors que non supervisé, c'est exactement pareil, sauf une chose, on lui donne pas ce label, d'accord. On lui dit juste, je te balance les images, d'accord, et fais-moi des groupements possibles selon toi, via ce que tu as fait comme structure, comme ressemblance, comme différence. Fais-moi des groupements qui te paraissent cohérents, d'accord. Là, c'est de l'apprentissage non supervisé. Donc ici, 2 exemples. Par exemple, ici, on peut fournir 2 types de figures, un peu en courbe lisse et l'autre un peu en nuage. Et donc là, on peut lui dire, un algorithme d'apprentissage non supervisé, on peut lui dire, forme-moi des groupements. Et voilà, donc lui, clairement, il va avoir des structures, des ressemblances, il va faire 2 paquets, d'accord, qui lui paraissent cohérents, selon le modèle qu'on a choisi. Ou encore, à droite, ici, il a fait 2 groupements entre les champignons et ce qui semble être des coraux. Voilà. Mais là, il a fait 2 groupements, un groupe A, un groupe B, selon lui, ce qui lui a paru à être du même groupement. Mais lui, il ne sait pas que c'est des champignons ou quoi que ce soit. Il sait juste que c'est similaire ou c'est différent. Il ne sait pas ce que c'est exactement. Donc c'est vraiment, là, ça s'appelle l'apprentissage non supervisé. Il y a une 3e famille qui est aussi très très connue. Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Donc ça, c'est une 3e famille qui est très utilisée, surtout aussi un peu dans le domaine des jeux, mais dans plein d'autres domaines, qui est très efficace. Où en gros, on va lâcher un agent dans un environnement, il va faire des actions, d'accord, et en fait, on va lui dire, est-ce que ce que tu as fait, c'est bien, c'est mal, est-ce qu'on va lui dire, il y aura une liste de récompenses, d'accord, une liste de récompenses, et en fait, il va faire une action, d'accord, il va avoir une certaine récompense en retour, c'est bien ou c'est pas bien, en termes de quantitatif, on va dire, c'est bien, plus 20, allez, plus 10, c'est bien, ou moins 100, là c'est non, surtout pas, moins 1000, d'accord, on va le faire, on va lui faire lui donner des récompenses, et il va affiner sa politique d'action, sa stratégie, d'accord, pour avoir la stratégie optimale. Donc ça, c'est l'apprentissage par renforcement. Et donc, voilà, j'y suis allé très rapidement, mais donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de la partie un peu dans le sens, qu'est-ce qu'il y a? Initialement, je prends un peu cette partie-là, il y a le lien en bas où je me suis un peu inspiré, mais initialement, un ordinateur, il sait faire une chose, calculer. On sait faire des choses
énormes. On sait, voilà, la méthophrasie des ordinateurs énorme, où ils savent calculer des choses hyper complexes. On sait envoyer des fusées, on sait faire des choses, voilà, même du quantique, on sait faire des choses énormes. Alors que nous, les humains, on sait faire du vélo, on sait reconnaître des objets, on sait résoudre des problèmes, des choses qui relèvent un peu plus, voilà, du sens commun. Et en fait, l'IA, ça va être des techniques, voilà, qui vont chercher à faire que les systèmes simulent ce que nous, on sait faire. Voilà. Donc c'est ça, c'est l'ensemble des techniques. C'est ça qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle. Et on différencie 3 familles de problèmes. Comme j'ai vu qu'on a dit supervisé, on donne la donnée avec son étiquette, son label, on associe à la donnée ce que c'est. Non supervisé, on donne juste la donnée. Et par renforcement, c'est une autre type qui est un peu plus éloignée des deux autres, mais où c'est un agent avec son environnement et qui trouve la politique, voilà, optimale. Donc ça, c'est, voilà, l'idée de l'intelligence artificielle très globalement et schématiquement. Maintenant, quelques points d'éclaircie niveau terminologie pour un peu se repérer dans cette jungle de terminologie. Et voilà, quand on lit les articles, on voit plein de mots différents, big data, machine, deep learning, IA. Voilà, c'est un peu, voilà, éclaircir ces points. Déjà, machine learning contre la data science. Qu'est-ce qu'est la différence? Alors, pour bien comprendre, j'ai fait un exemple, j'ai fait un tableau fictif, totalement fictif. En fait, d'anciens élèves qui sont déjà passés à Centrale Lille, et en fait, selon leur job en sortie de promo, quoi, quand ils ont fini l'étude ici, en fait, c'est un tableau où en fait, ils rentraient leur secteur, leur double diplôme, c'est oui ou non, leur GPA en fin d'année, en fin de cursus, s'ils ont fait un rattrapage oui et non, et ils rentraient leur salaire en sortie. Voilà. Donc ça, c'est un tableau qu'on a une base de données, qui est fictif. Je rappelle que j'ai totalement construit. Donc en fait, on a des données, voilà, X et Y, et en fait, le but du machine learning, trouver le meilleur modèle F, en fait, qu'on a Y égale F de X. C'est-à-dire que trouver le meilleur modèle, si on lui donne, imaginons imaginons il y a cette disponibilité sur le NT, là, on a ça. Si vous rentrez sur le NT, par exemple, votre secteur en fin de cursus, si vous avez fait un double diplôme, oui ou non, le GPA, un rattrapage, oui ou non, le machine learning, c'est de trouver le meilleur modèle qui vous prédise de la manière la plus efficace possible, salaire en sortie, ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Donc voilà, un exemple, c'est une réalisation d'un logiciel, ou par exemple voilà, sur le NT, d'avoir cette disponibilité possible. Alors que data science, attention, je ne trace pas une frontière continue entre les deux, je vais expliquer après, mais le data science, c'est l'extraction de connaissances via une base de données. D'accord. Une base de données, c'est juste voilà, des mots, des chiffres, un amas de données. Et la data science, c'est extraire des connaissances, des informations qui sont utiles, voilà, qui aident à la décision. Donc, par exemple, 2 exemples de ce qu'on peut dire, c'est par exemple, on peut faire de l'analyse et dire le GPA n'influence pas le salaire en sortie, par exemple. Ou par exemple, un centralien lillois qui a fait un DD est 15% mieux payé que la moyenne. Donc ça, c'est le rôle de data science, d'accord. Mais attention, je ne suis pas en train de tracer une frontière entre ces deux termes. La data science utilise des techniques de machine learning, d'accord, pour arriver à ses fins. Mais la data science, c'est de l'extraction de connaissances, alors quand on se focalise sur du machine learning, c'est plutôt voilà, trouver un meilleur modèle qui prédise le mieux possible. Donc voilà, c'est bien faire la distinction entre ces deux termes. Donc ici, j'ai pris une définition un peu connue du machine learning, où en fait, c'est qu'est-ce que le machine learning, si on pouvait le définir, et c'est un peu la définition qui ressort le plus si vous allez sur Internet. C'est un algorithme qui est dit d'apprendre d'une expérience E. Donc l'expérience E, en général, c'est les données qu'on lui donne, à réaliser une certaine tâche, d'accord, et on mesure sa performance via un coefficient, une mesure de performance. En fait, informellement, ce qu'a dit la définition, en fait, c'est un algorithme qui s'améliore à réaliser certaines tâches avec de l'expérience. Voilà, donc c'est ça du machine learning. Alors que la data science, quand on dit la data science, c'est la science d'extraire des connaissances et des informations des données. Donc les moments, un livrable, ça serait un diaporama. On expliquerait qu'est-ce que les données veulent dire. Donc j'ai pris un autre exemple vite fait, Netflix, par exemple. Donc
C'est quoi la tâche de Netflix, l'objectif de Netflix? Eh ben, c'est de maximiser l'interaction et la rétention, c'est-à-dire que l'utilisateur reste plus longtemps sur Netflix. C'est l'objectif. Et du coup, en fait, on peut construire un algorithme de machine learning qui, en fait, avec les données d'entraînement, l'expérience E qu'on lui donne, d'accord, ben, euh, qui excelle et qui arrive de mieux en mieux à maximiser cette interaction, cette task T, ce qu'on appelle en jaune. D'accord. Et comment on mesure ça? Eh ben ça, c'est totalement arbitraire, ça dépend du problème. Là, j'ai pris une mesure, mais bon, qui peut être totalement différente, mais on peut mesurer cette performance via le taux d'interaction, c'est-à-dire que deux utilisateurs et un qui va avoir une plus haute interaction avec un autre, ben, il va être meilleur, il va être plus performant l'algorithme. Donc là, c'est un exemple. Mais d'un autre côté, la data science, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en gros, on veut extraire comme information, par exemple, quel jour, quelle heure, sur quel appareil l'utilisateur se connecte. Ou également, quel comportement ils ont lors des recherches ou du scrolling. Ou en gros, quelles sont les raisons aussi d'une mise en pause ou d'un arrêt. Voilà, c'est ça la question qu'on cherche via la data science. D'accord, je vous ai mis un peu un lien en dessous quand vous allez avoir le diapo où il y a des précisions sur ça. C'est vraiment extraire ces connaissances-là, alors que le machine learning, c'est plutôt du développement d'un algorithme pour qui s'améliore à réaliser certaines tâches. Et surtout avec de l'expérience. C'est cette notion d'expérience qui est importante. Le deep learning. Bon, je vais y aller un peu rapidement ici aussi parce que il y a d'autres formats qui seront prévus exclusivement pour ça. Le deep learning, c'est un type de modèle, d'accord? C'est un sous-ensemble du machine learning. Et en gros, le modèle se représente via des réseaux de neurones qui vont de gauche à droite, où à gauche, c'est l'entrée, c'est l'input layer qu'on voit en jaune, et à droite, c'est la sortie. Et en fait, à gauche, si on prend notre cas, on s'en rappelle des salaires de Centrale Lille, à gauche, par exemple, c'est le secteur, le GPA, le double diplôme. En gros, les neurones, la valeur, le secteur, après on pourrait le convertir, mais voilà, c'est le secteur, c'est le BTP, la finance, le GPA, c'est la valeur, et le double diplôme, c'est oui ou non. Et en sortie, on veut le salaire. D'accord? Notre X et notre Y. Donc en fait, ça, on appelle ça un réseau de neurones artificiels, parce que on dit artificiel, c'est pour différencier avec les réseaux de neurones biologiques de notre cerveau. Et en fait, c'est juste que vous voyez que chaque liaison entre deux neurones a un poids, et qu'au cours de l'expérience, ces poids vont changer pour trouver le meilleur modèle possible qui lie le Y au X. Et en fait, globalement, on verra ça, du coup, c'est encore dans une prochaine format, mais en fait, ça c'est juste une énorme équation mathématique. Voilà, c'est que des maths derrière, c'est que des maths, d'accord? Qui sont pas forcément très compliquées, mais qui a besoin d'explications plus longtemps. Et en fait, ça s'appelle aussi un neurone. Donc voilà, il y aura plus de détails lors d'une prochaine format. Qui aura lieu, bon, je ferai un petit point à la fin, mais on va vraiment s'attaquer à ce genre de problème. Du coup, pour résumer, voilà, la photo classique, si vous tapez machine learning IA, vous voyez ça. C'est-à-dire que l'IA, vous avez vu, c'est des techniques pour mimer, comme c'est écrit, le comportement humain, d'accord? Machine learning, comme on a vu, c'est permettre à la machine de s'améliorer via de l'expérience, des données qu'on va lui donner. Et le deep learning, c'est un type de modèle précis. En fait, on utilise un réseau de neurones avec des petites neurones et qui sont liés entre eux. Et voilà, c'est juste la différence entre les trois. Maintenant, on peut se demander où on place la data science. Comment on la place? Vous pouvez vous demander comment on place l'ensemble de la data science ici. Est-ce qu'on met ici, ou je ne sais pas, certains endroits. Voilà, vous allez avoir beaucoup de. Si vous cherchez ça, vous allez avoir beaucoup de manières différentes possibles. Moi, j'aime bien cette manière qui est souvent reprise. C'est de la passer un peu ici, à la frontière des trois. C'est comme je l'ai dit avant, la data science, en fait, peut utiliser des techniques de deep learning, des machine learning, d'IA, pour extraire ces connaissances-là. Donc, c'est superposé à ces trois domaines-là. Et enfin, un petit clair sur le big data, parce qu'on entend pas mal parler de ça dans les journaux, donc pour faire un petit point sur ça. Donc voilà, une image intéressante, c'est le big data. Ça se représente sous 3V, 4V, 5V, on voit toujours plein de V différents, mais globalement, les V principaux sont en gros le volume, qu'on considère, c'est littéralement des données massives, c'est énormément de données.
Par exemple, là, sur la photo, vous pouvez voir volume Facebook avec 1 pétabyte ou il y a 2,5 quintillions de bytes qui sont créés par jour. Bon, voilà, c'est un volume énorme, dantesque. Et en fait, c'est cette définition que j'ai prise d'un article de Data Scientist. En fait, c'est un ensemble de données, c'est si volumineux et que c'est voilà, si varié, si rapide, et si voilà, différent V et si comment dire, euh, si on leur fait confiance ou pas ces données, en fait, c'est un ensemble de données que en fait, on peut pas les analyser avec les outils classiques qu'on a. On est obligé de développer des outils spécialement dédiés à l'analyse des big data, des big données, parce que c'est tellement nombreux qu'on ne peut pas utiliser des outils qu'on avait avant et qu'on est obligé d'utiliser des techniques spécifiques à ce big data. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le big data, en fait, c'est beaucoup lié au domaine du numérique. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, globalement, le numérique, qu'est-ce que c'est? Le numérique, c'est votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, je sais pas, votre radio, etc. Et en fait, ce qui est maintenant, comme vous le savez, c'est que chaque action que vous faites dans le numérique, ça provoque des données, forcément. Et donc, forcément, en fait, du coup, le big data, en fait, c'est lié à l'évolution du numérique, et c'est pourquoi, comme le numérique est d'autant plus important et présent, le big data, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus mentionner le nom de big data. Et voilà. Et donc l'objectif du big data, c'est de globalement traiter, analyser sous ce tas de données qui est énorme, l'interprétation décisionnelle concrète. C'est l'objectif. Bon, une brève histoire de l'IA. Bon, là, on va s'attaquer à un petit point historique pour savoir d'où ça vient. Il y a certains points qui sont hyper intéressants parce qu'ils ont encore des petites répercussions, ils ont inspiré des modèles de maintenant. Il y a certains points d'autres, c'est juste de la curiosité, donc ça peut intéresser certains. Globalement, j'ai dessiné moi-même ce graphique-là via les articles que j'ai lus. On peut voir différents graphiques. Donc là, c'est la popularité en fonction du temps. Voilà. Je me suis basé à partir de 1950, même si on sait que il y a eu des hommes-machines, la cybernétique, etc. Mais voilà, j'ai pris le choix de partir de 1950 et de s'intéresser à cette phase qui a été importante entre 1950 et 2000 de l'IA. Et en fait, on peut voir qu'il y a eu deux petites vagues qu'on va appeler des hivers, qui est appelé dans le milieu des hivers, et on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Donc en fait, le début, il est un peu, il y a beaucoup de sources différentes qui spécifient ça, mais globalement, en fait, on définit vraiment l'accélération des choses au début avec le jeu de la dame de Arthur Samuel. Donc Arthur Samuel, un scientifique de IBM. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a vu qu'avec Enigma, c'était hyper puissant les ordinateurs modernes. Il fallait en faire, mais ça coûtait extrêmement beaucoup. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, qui dit argent, qui dit qu'il fallait chercher des investisseurs. Et pour trouver des investisseurs, il faut forcément marquer les esprits, faire des choses qui montrent aux investisseurs, vous voyez, nous on a besoin d'argent et on sait faire ça. Ça vous étonne, hein. Et donc voilà, il a une idée, c'est marquer les esprits. Et en fait, par chance, près de chez lui, il y avait un championnat du monde de jeux de dames. Et en fait, l'idée qu'il a eue, c'est un peu le début de l'IA, c'est que au lieu de la programmer explicitement la machine, d'accord, et d'avoir du coup un arbre de décision énorme, c'est de laisser la machine apprendre elle-même à jouer. Voilà, c'était une idée à l'époque révolutionnaire. Et en fait, comment ça marchait? C'était juste deux programmes où le premier, il bougeait la pièce, et le deuxième, il analysait le coup, et il disait si c'était bien ou pas bien. Et du coup, il peaufinait la stratégie. Donc, en gros, globalement, j'ai décrit de l'apprentissage par renforcement. Et en fait, voilà, le point clé, c'est que le programme, en fait, il s'améliorait au fil du temps. Et c'est aussi, c'est ce qui est dit sur Internet, mais voilà, c'est la création du terme machine learning, c'est Arthur Samuel dans les années 50. Puis après, voilà, ça c'est un point où je voulais aller un peu vite, mais pas forcément, parce que c'est un point qui a énormément dynamisé le secteur. Ça s'appelle le machine translator. J'ai pas trop aimé la traduction française, donc j'ai laissé comme ça. En gros, concrètement, c'est traducteur automatique. Et en fait, c'était une étape qui était clé parce qu'en fait, des scientifiques ont pu développer
un traducteur qui convertit du russe en anglais. Donc c'était extrêmement, ça fait un boom monumental à l'époque, à tel point que ça fait la une du New York Times en 54. Donc si vous cherchez sur le petit journal, vous allez peut-être voir où c'est écrit cet article qui est dédié, mais un peu compliqué, c'est ici. C'est donc voilà, donc je vais pas lire parce que mon anglais il est pas très bon, mais globalement, c'est un traducteur qui traduit du russe en anglais. Donc en fait, à l'époque, ça fait une couverture médiatique énorme. Tout le monde en a parlé, tous les médias en ont parlé. Et du coup, qui dit couverture médiatique, dit du coup des potentiels investisseurs. Et là, ils ont réussi à attraper un investisseur particulier, extrêmement important, qui est la DARPA. Qui est la Defense Advanced Research Project Agency, d'accord, qui est un département du gouvernement américain, d'accord, qui soutient des projets de recherche dans la défense. Et du coup, là, vous pouvez vous demander pourquoi eux, ils étaient intéressés. Faut se rappeler qu'en 54, c'était un peu aussi l'époque de la guerre froide, d'accord. Et qui dit guerre froide, qui dit renseignement, et il fallait des renseignements. Et du coup, là, quand ils ont vu qu'on pouvait traduire des documents russes ultra rapidement, et on pouvait du coup se passer de traducteurs qui pouvaient être du coup coûteux et mettre du temps, ils se sont dit on saute le pas, on investit dans le projet, on espère avoir des résultats. Donc, comme c'est un domaine intéressant en temps de guerre froide, plus beaucoup de hype, beaucoup de couverture médiatique, ça fait un boom. Le domaine a subi beaucoup d'investissements. Mais attention, il y a un hic à tout ça. Il ne faut pas croire qu'ils ont développé un traducteur automatique dès 54. C'est très très loin de ça. En fait, les médias, ils l'ont mentionné à chaque fois. Ils ont toujours eu cet optimisme très modéré. Parce qu'en fait, le traducteur, il était basé que sur un dictionnaire de 250 mots. Donc, 250 mots, c'est rien. Et en fait, c'était que des phrases vraiment typiquement scientifiques, typiquement chimiques, de chimistes. Là, on peut voir en bas à gauche la carte. En fait, tout en haut, le long de la ligne, c'est la phrase en russe, et en bas, c'est la phrase traduite en anglais. Et on voit que c'est une phrase, on voit que c'est une petite phrase de chimiste. The quality of coal is determined by calorie content. Donc voilà, ils ont dit, c'est bien, ok, tu traduis, mais on est quand même très très loin. Mais bon, on a d'espoir. On ne sait pas où ça va amener. On a d'espoir. Ici, j'ai mis un lien pour ceux qui s'intéressent. C'est un lien d'un rapport très complet sur l'événement. Donc là, je vais passer rapidement. C'est une conférence qui a lieu l'été. Et pourquoi j'en parle? C'est juste que c'est à ce moment-là que la notion d'IA a eu lieu. En fait, c'est un été en 56 où tu as beaucoup d'esprits très brillants de l'époque. On peut noter Minsky, McCarthy ou encore Shannon. Voilà, le connu Shannon, mais aussi les autres. Et en fait, ils ont créé une conférence qui dure 2 mois pendant l'été. Et en fait, ils ont voulu discuter. Et particulièrement, là, j'ai mis dans l'encadré, c'est every aspect, toute la phrase ici. En fait, c'est vraiment la phrase issue du rapport en fait de présentation de la conférence par Minsky, qui est vraiment le rapport officiel. En fait, voilà, ils voulaient en fait parler ce que les machines pouvaient simuler en termes d'intelligence. Donc globalement, c'est la naissance de la notion d'IA. Et ils ont aussi présenté le fameux Logic Theorist, qui est un algorithme qui a su prouver des termes mathématiques de Principia Mathematica, un livre connu. Donc voilà, donc en gros c'est la naissance du là. J'y passe pas plus de temps. Et alors, oh merde, j'ai oublié de mettre l'animation. Donc là c'est le perceptron de Rosenblatt, très connu, et c'était le début. Pourquoi? En fait c'est un algorithme, d'accord. C'est un algorithme d'IA. En fait, dès qu'on a des points qui sont linéairement classifiables, en fait on peut tracer un trait entre 2 groupements de points. À cet algorithme, on l'a prouvé, on le sait. D'accord, on le sait, donc comme en bas à gauche, dès qu'on peut tracer une droite qui sépare 2 ensembles de points, on sait que cet algorithme va converger. Et en fait, globalement, c'est ce qu'on peut voir en bas à droite. Comme ça se passe. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que pour les points où il y a eu des erreurs, il revient en arrière et il redistribue un peu ses poids et comme on voit écrit update le vecteur W. En fait, il met à jour son vecteur W pour trouver celui qui va séparer ces ensembles de données. Et on sait que ça marche.
Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est que déjà, c'était le premier où on a prouvé vraiment concrètement la convergence. Et aussi, c'est que, il y a eu, pour montrer l'optimisme, c'est que Rosenblatt a dit lui-même que on est au début d'une ère où où on va construire des machines qui vont pouvoir parler, marcher, se voir, écrire, se reproduire, même se reproduire, il a dit. C'est bon, c'est hyper ambitieux. Pour l'époque, c'était hyper ambitieux. Voilà, il faut comprendre cet état d'esprit. Il y a eu le financement de la DARPA, il y a eu la traduction automatique, il y a eu ça, il y a eu énormément de hype. Et vraiment, à l'époque, ils étaient dans une ambiance de incroyable. Bientôt, quoi. On va pouvoir faire des machines qui vont parler, marcher. Ah non, on est très loin de ça. Hiver 1. Voilà, très très loin de ça. 2 raisons que je vais aller rapidement. Et en fait, tout simplement, ils ont vu que, non, clairement, on était trop loin de ça. Et en fait, en particulier la DARPA, ils ont investi. Et en tant qu'investisseur, on a envie d'avoir un retour sur investissement. Et la DARPA, qui avait investi, ils n'ont pas eu trop de retours, donc grosse déception. Et le directeur de la DARPA, il a dit qu'il n'y avait pas de réalisation immédiate. D'accord. Et il y a Bariel aussi, qui est un père dans le domaine linguistique, qui a dit que c'était infaisable et inutile. Donc, bref, en fait, on était très loin, très très loin. En fait, on était très loin d'imaginer que c'était hyper compliqué. Voilà. Et en fait, à côté, il y a aussi ce qu'on a vu, le perceptron, donc on appelle l'algorithme, qui arrivait à séparer deux choses. Mais en fait, il y a un livre de Minsky et Paper qui a dit, ok, c'est bien. Vous savez, séparer la logique booléenne AND, NAND et OR. XOR. Comme c'est pas linéairement classifiable, comment Rosenblatt, tu veux séparer ça? Du coup, c'est quand même hyper un peu humiliant pour lui, parce que il a construit un algorithme, il a dit que ça va marcher parallèle, mais même juste le problème XOR, il marche même pas. Bon, il savait très bien qu'en mettant plusieurs perceptrons en série en parallèle, ça pouvait marcher. Mais même, c'était assez humiliant pour lui, et voilà, c'est de raison, pam. Gros hiver, baisse d'investissement, et plus un rapport qui était assez controversé, qui a dit que il n'y a eu aucune découverte, ça fait aucun impact, on fait rien de bien, quoi. Mais bon, un rapport assez avec des pincettes, assez controversé à l'époque. Mais voilà. Puis il y a une petite renaissance. Ils ont des objectifs un peu plus pratiques, plus modestes. On dit, ok, on va y aller un peu plus tranquillement, au lieu de faire des systèmes qui vont parler marché, on va y aller tranquille, étape par étape, et un peu s'orienter vers des produits commerciaux. Il y a aussi la fondation de l'AI, donc voilà, ça vient dans la dynamique un peu actuelle pour redynamiser le secteur. Et il y a eu, ça s'appelle les systèmes experts. En fait, c'est des systèmes experts, c'est une approche un peu top-bottom. C'est en gros, c'est des systèmes où en fait on a une base de règles, de faits et un moteur d'inférence. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir comment c'est construit. C'est qu'en fait on a je rentre dans les détails, il y a une base de faits. On rentre des faits avec des noms, Marie, la sœur de Jean, etc. On a des règles. Voilà. Si X est le frère de Y, alors la mère de X est aussi la mère de Y. Et le moteur d'inférence en déduit les conclusions qu'il doit faire. Donc là, ils ont développé ça s'appelle des systèmes experts. D'accord. En fait, c'est censé remplacer, du coup, dans un domaine donné, un expert. En fait, on peut citer Mycin, qui était un système d'experts qui était censé prescrire des antibiotiques pour une maladie précise que j'ai plus trop le nom. Voilà. Mais deuxième hiver, essayez de deviner pourquoi, ils ont encore réalisé que c'était quand même un peu compliqué, parce que Cartier a dit en 84, ça manquait quand même pas mal de sens commun. En fait, les systèmes experts, c'était peut-être bien, mais en fait, il y avait beaucoup de cas particuliers à prendre en compte. Et où, par exemple, il avait dit que Mycin avait prescrit une surdose d'antibiotiques qui pouvait mener à la mort un patient. Et en fait, c'était très compliqué. Et même le système expert, des fois, il pouvait faire des raisonnements. À force de prendre des règles et des faits, de construire un raisonnement qu'on ne comprend plus. Et donc, il y a aussi le directeur de la DARPA. On rappelle, la DARPA, le principal investisseur dans le domaine, et il a dit que c'est un succès très limité. Donc, bon, venant de lui, c'est un peu quand même la loose. Donc bon, voilà, un petit deuxième hiver, voilà. Et lui, c'est McCarthy pour une petite tête dessus, parce qu'il est quand même important dans l'histoire. Puis après, enfin, dernier point pour l'histoire, ça va aller. C'est un peu une renaissance, et surtout, en fait, il y a eu beaucoup d'IA dans le jeu, parce que en fait, l'IA dans le jeu,
dans les jeux vidéo. C'est un peu le benchmark. On savait que du coup, si on arrivait à faire ça, à battre ça, à faire ci, on développait l'IA et on avait des IA de plus en plus performantes et capables de faire de choses. Et il y a eu 2 événements principaux, qui étaient Tedegamen et le Deep Blue, très connu Deep Blue. Le premier, c'est un algorithme qui est fait par un scientifique de IBM qui a su jouer au backgammon et battre le champion du monde en 94. Et l'autre, Deep Blue, très connu, aussi fait par IBM, et qui a gagné contre le grand Kasparov aux échecs. Et voilà, donc ça, c'est 2 événements qui ont montré que l'IA avait sa place, produisait des résultats hyper prometteuses. On pouvait plus loin que ça. Vous voyez quand même le bestiau que c'est, Deep Blue. Voilà, c'était quand même une machine énorme qui a coûté beaucoup d'argent. Mais voilà, donc là, c'est la fin un peu du point histoire. J'ai aussi passé la suite. Voilà, la suite, on la connaît, mais j'ai pas voulu mentionner toute la suite. C'est que voilà, depuis, il y a eu beaucoup d'étapes. Ils ont trouvé comment faire du backpropagation. On va dans d'autres formations, mais ils ont fait des découvertes hyper importantes dans le milieu. Mais globalement, ce qu'on la connaît, c'est que depuis le développement du numérique, il y a une envol du terme, il y a une envol du machine learning, de la big data, de l'IA en général. On entend de plus en plus parler un peu partout de l'IA. Et du coup, on peut se demander dans quoi, par exemple. Ça fait parfaitement le lien avec la suite. Et maintenant, dans quel domaine on peut voir de l'IA, et il y a de l'IA. Donc là, je me suis inspiré de plusieurs liens. Mais vous voyez, étape par étape, on va passer des étapes. Il y a par exemple le sport, si ça vous intéresse. On peut analyser des recrutements. Il y a aussi NASCAR c'est un truc de voiture aux États-Unis, il me semble. Il y a du coaching, le chatbox, ça c'est un peu entre guillemets. Aussi de l'autojournalisme. Bref, il y a de l'IA dans le sport. Surtout, un point important dans les réseaux sociaux, qui vous êtes d'autant plus touché. Vous avez sûrement vu peut-être une série sur Netflix qui fait un peu froid dans le dos, mais sur l'IA, sur les réseaux sociaux. Et en fait, Snapchat, quand on fait le filtre au chien, c'est de l'IA. Personnalisation du feed. Pourquoi sur Instagram vous avez tel et tel feed sous vos yeux? Pourquoi vous avez une photo de chien puis de chat ici? C'est qu'avant, vous avez regardé ça et que l'IA soumet, comme son objectif, on rappelle son task, son objectif, c'est que vous restez sur l'application. Plus vous restez, plus ils sont contents. C'est de proposer du contenu qui fait que vous restez. Également, la suggestion d'amis, c'est de l'IA. Le filtre de réalité augmentée, voilà, c'est de l'IA. La reconnaissance de photos, voilà, c'est de l'IA derrière. Les transports, donc voilà, il y a le très connu conduite autonome avec Tesla, ou d'autres voitures, mais Tesla. Attention, Tesla, c'est pas seulement de la détection, c'est pas seulement de l'IA, il y a plein d'autres capteurs, c'est pas que ça, mais une grande partie, c'est très connu dans le transport pour ça. Également, quand vous êtes sur Uber, des fois, vous regardez un prix, vous le rentrez chez vous, vous voyez 27 €, puis d'un coup 20 €. Pourquoi? Qu'est-ce qui régit ces prix-là, ces fluctuations? Derrière, c'est de l'IA aussi. Aussi pour la réduction de trafic. Bon, j'ai mis un petit lien en dessous pour les intéressés pour plus de détails. Il y a également la politique et le gouvernement. Bon, il y a eu le passage de Cambridge Analytica qui a fait un gros scandale mondial. Vous avez sûrement entendu parler environ, c'était en 2016, il me semble. C'était un scandale vraiment mondial où en fait c'est juste la société Cambridge Analytica qui a pris 87 millions de données d'utilisateurs Facebook et pour cibler des messages favorables à l'élection de Donald Trump. Il y a également le divertissement, très connu, les suggestions de musique et de films. Là, par exemple, j'ai pris une petite photo de mon feed Spotify. On a des daily mix. Voilà, on propose des playlists, voilà, pour vous. Voilà. La fin, quand je devrais pas, la santé, énorme domaine où ça a beaucoup, c'est très prometteur, où en fait on peut identifier et diagnostiquer des maladies. Par exemple, une tumeur au cerveau, on va le voir après. Il y a une entreprise qui a diagnostiqué par exemple des cancers aux yeux, par exemple. Des cancers aux yeux, je ne sais plus ce que c'est exactement, on le verra après. Voilà, la rencontre de traitements personnalisés, surveillance de santé, etc., etc. Il y a de l'IA. Et il y a encore d'autres domaines que j'ai pas voulu allonger la liste, sinon ça allait devenir assez lourd.
la cybersécurité, l'agriculture aussi, ouais, la défense, les jeux, le commerce et la NLP. La NLP, c'est Natural Language Processes. Et en gros, c'est le domaine linguistique, qui est un gros domaine que je mentionne vraiment à toute fin, mais qui est un énorme domaine aussi, en fait, qui s'intéresse du coup au domaine de la langue, qui s'intéresse par exemple à générer des textes, à répondre à des questions automatiquement, à compléter des trous, etc. On va voir après qu'un exemple. Mais un gros domaine aussi. Et là, je vous parle de trois entreprises célèbres dans le milieu, que si vous regardez les journaux, vous faites les journaux, que vous savez un peu d'où ça vient et que vous avez des notions sur l'IA. Et il y a même les sites qui sont très intéressants, les sites internet. Le premier, c'est OpenAI. Ancien fondateur, c'était Elon Musk. Et ancien fondateur, et non, l'investisseur principal, c'est Microsoft qui s'est mis dessus. Et pourquoi ça fait un petit boom actuellement? C'est que GPT-3, c'est un algorithme hyper puissant qui s'appelle un générateur de texte. D'accord? Et il a énormément de paramètres, comme on peut le voir, et il peut faire des choses énormes. Par exemple, là, j'ai appliqué une petite démo. Juste, est-ce qu'on voit? Ouais, on doit voir. Alors, ici, une petite démo, par exemple, la génération de texte. Là, en fait, l'IA, il peut compléter un texte selon la fin et d'avoir le même sens, d'avoir une cohérence dans la suite du texte. Il peut également des questions de réponse. Voilà. Répondre à des questions. Parce que comme en fait, il s'alimentait de beaucoup de documents issus d'Internet, de beaucoup de données, d'énormément de données, et il sait répondre à ces questions-là. Il peut également même corriger des fautes. Au lieu de hide appreciated, d'enlever le I had pour corriger. Bref, plein de choses et ça a plein d'applications. Je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé, d'aller faire un petit tour. Beaucoup d'entreprises utilisent le GPT-3 et en fait actuellement il faut seulement demander de l'avoir. Il faut demander pour avoir le modèle parce qu'en fait ils ont peur que les gens, s'ils l'ont, que le GPT-3, ils disent des choses qui peuvent être délicates pour l'entreprise. Peut-être avoir un petit côté, un petit côté dire des choses que, en fait, on ne sait pas ce qu'il va dire. Donc peut-être dire des choses qui sont très sensibles pour l'entreprise, très sensibles même en général. Donc voilà, c'est seulement en version bêta. Et j'ai mis aussi la définition, en gros, la devise de l'entreprise. Et en fait, ce qui regroupe un peu l'idée de l'IA, c'est qu'en fait, on veut faire une IA qui est safe, mais surtout faire une IA, moi, le mot qui m'interpelle, c'est général. C'est-à-dire qu'actuellement, les IA, c'est bon à faire une tâche précise, à faire quelque chose de particulier. Par exemple, un détecteur de chien, c'est détecter un chien. Mais on veut que ce soit plus général, qui généralise mieux à différents objets et qu'on ne soit pas obligé de faire une IA pour quelque chose de particulier. Donc on veut généraliser, faire une IA plus générale. Et du coup, c'est un peu en lien avec aussi DeepMind, qui est une autre entreprise très connue, extrêmement connue, qui fait des vidéos sur YouTube super intéressantes. Et en fait, ça a été fondé en 2010 et racheté en 2014 par Google. On voit bien la petite guerre Google-Microsoft. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là, j'ai repris 3 exemples qu'ils ont mis dans leur site. Mais moi, le plus important selon moi, il y a AlphaFold. C'était la dernière. C'était en 2020. Et là, c'est de la prédiction de structure 3D des protéines. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu de détail. Ça peut rallonger. Mais là, je vous ai mis une vidéo en bas à gauche de Science Étonnante qui a résumé en 22 minutes environ extrêmement bien le sujet d'AlphaFold et vraiment bien comprendre de A à Z tout l'enjeu. Donc ça, c'était vraiment une révolution dans le monde médical. Ils ont également identifié des maladies de l'œil. Et également, ils ont mis dans leur site qu'ils ont aussi économisé 30% d'énergie des data centers. Bon. Et globalement, il y a aussi un point à droite que j'ai mis, tiré du site internet. Les AlphaGo, AlphaZero, ça a eu un impact énorme sur le monde un peu de l'IA. AlphaGo, en fait, c'est un algorithme qui a su jouer au Go, d'accord, et battre le champion du monde de Go à l'époque. Et voilà, en fait, dans le domaine, on voit bien le domaine pouvait jouer qu'au Go, et on devait en fait lui donner des connaissances préalables
des connaissances humaines, aussi du domaine, et lui donner les règles. Mais en fait, on veut, en fait, c'est en lien aussi un peu avec la devise d'avant de OpenAI, c'est on veut généraliser. On veut plus une IA qui soit spécifique, par exemple, au Go, on veut une IA qui généralise. Et là, on voit très bien le processus de généralisation. On passe à AlphaGo 0, on lui donne moins de choses. Voilà, on lui donne pas de données issues de l'humain et des connaissances du domaine, juste les règles. Et là, Alpha 0, avec les mêmes connaissances, on lui donne les règles, mais il peut jouer à Go, mais aussi aux échecs et au shogi. Voilà. Et là, j'ai pris un petit exemple appliqué en chimie et en physique quantique, par exemple l'Alpha 0, si on demande de comment s'appliquer. J'ai mis des liens dessus. Et ils ont développé en décembre 2020, donc ça c'est il y a 5 mois, voilà, 6 mois, 5 mois, Mu0, où là vraiment on voit bien le processus vers la généralisation, où là il s'est joué à 4 jeux, jusqu'à même à l'Atari, en plus des 3 autres d'avant, et en fait on lui donne aucune connaissance. On balance l'algorithme dans le milieu, et il arrive à devenir le meilleur. Voilà, donc c'est Mu0, et ça a été, voilà, il peut voilà, être le plus performant dans son environnement. Et ici, j'ai une petite vidéo magnifique, très très bien montée, AlphaGo, le film que j'ai mis ici de DeepMind. C'est un film d'1 h 30, mais qui est très bien tourné. On ressent vraiment dans le film l'importance de l'IA et l'effet médiatique que ça a eu. Et pas trop ici, mais surtout en Corée. Et enfin, dernière entreprise, mon dernier point de cette intro, c'est Nvidia. Pourquoi je parle d'eux? Parce que, ok, c'est bien les IA qui développent un peu des nouveaux modèles, etc., des choses, mais il faut aussi penser en fait à ceux qui, comme j'ai mis, répondent aux besoins d'entreprise en matière de puissance de calcul. C'est-à-dire que le développement de l'IA s'accompagne, il faut des données, ce qui est possible via au développement du numérique. Le développement, il vient aussi de la puissance de nos processeurs. On doit avoir des processeurs puissants. C'est aussi ce qui limitait avant le développement dans les années avant, dans le point historique. En fait, Nvidia, il répond aux besoins de l'entreprise et en fait, il développe des processus de plus en plus puissants. Il peut faire des choses de plus en plus puissantes. Ici, petite vidéo de 1 minute vite fait où en fait, c'est quelques travaux de Nvidia qui sait faire. Par exemple, il sait modéliser un environnement 2D en 3D, voilà, avec les processus, mais avec les processeurs, il sait faire ça. Il sait également générer des images de haute résolution. Générer, c'est vraiment la notion de généralisation, de génération. Excusez-moi, c'est pas du tout généralisation. Voilà. Il sait également convertir une image, une façon de parler, en animé 2D. Également augmenter les FPS pour les intéressés de jeux vidéo. C'est augmenter le FPS, et c'est également voilà, Sim2Real. Ici, il y a, vous allez voir les informations sur leur site internet si ça vous intéresse. Et aussi de développer en gros des chiens robots, quoi, clairement. Mais voilà, mais bon, ça coûte une petite pépite. Et également, voilà, faire de la simulation informatique sur les processeurs. Et également une application qui, en fait, on donne des images, juste une image de voiture, juste en 2D, et il arrive à le générer en 3 dimensions, ce qui est quand même très fort. Et globalement, c'est tout. Donc voilà, donc globalement j'ai fait un peu le tour, c'était un peu rapide, je sais qu'il y en a qui sont venus en cours de chemin au début où je mentionnais l'IA. Ça reste des points, là j'ai pas voulu être long sur certains points parce que ça peut être, la partie historique peut être un peu longue. Les diapos seront mises en ligne si ça vous intéresse, et de toute façon si vous avez des questions j'y réponds franchement. Il y a du coup, là comme j'ai dit c'est un point global. Après, il y aura des points plus du coup techniques, où là, vous allez vraiment apprendre les choses, comment les faire, et concrètement, comment ça se code concrètement, à partir de nos futures formations. Et globalement, nos futurs événements, si vous voulez les noter, c'est le 22 avril, jeudi, donc dans 2 jours, quoi. Il y a Loïc Vesseur qui intervient, et en fait, il intervient sur une problématique qui est hyper importante, c'est l'industrialisation du machine learning. C'est-à-dire que maintenant, un grand défi du machine learning,
c'est de industrialiser et mettre en et c'est-à-dire voilà, d'industrialiser ces projets et le machine learning en général. Et donc lui a présenté son projet bateau qui vole. En fait, il optimise les performances d'un bateau avec du big data et du machine learning. Et également, la semaine prochaine, pendant les vacances, il y a Jules Salzinger, qui est un ancien formateur à la SODIA de Centrale Marseille. Voilà, il s'intéresse à comment designer sa base de données de test, qui est intéressant. Et voilà, passer du problème aux expériences pour résoudre le problème, d'accord. Très bon formateur. Et il y a également Yanniv qui est présent, qui va faire la rentrée. Donc là, on va s'intéresser aux choses concrètes. Donc là, vous avez fait un programme aux choses concrètes, techniques, pour expliquer, en fait, ici, on va expliquer concrètement qu'est-ce que le deep learning, les réseaux de neurones, comment ça marche, comment ça se développe, voilà, comment ça apprend, etc. On va rentrer dans le dur, quoi. Voilà, on va rentrer concrètement dans le dur. Là, c'était vraiment pour que vous ayez le sens le sens de l'IA. Et là, globalement, je vous ai juste montré 2-3 applications. Ah, il s'est déconnecté. Bon, 2-3 applications que j'ai codées qui seront accessibles pour vous d'IA. Le premier, alors j'espère juste que c'est tourné. Le premier, en fait, ça s'appelle du Neural Style Transfer. En gros, ça permet d'appliquer un style, une image à une image, clairement. Donc, qu'on appelle le content image. On applique son style. Pour vous expliquer. Alors, j'attends juste que ça tourne. Donc là, ça, c'est mon GitHub. Par exemple, si on veut appliquer, un repas, allez, un drone avec le style d'un désert. Donc globalement, ça fait en gros, un peu, voilà. Ça, en fait, on va appliquer le style du désert à l'image. C'est du drone. Et en fait, si on fait tourner, ici, ça va nous générer du coup l'image avec le style. D'accord. Donc ici, j'ai directement pris. Ça s'appelle TensorFlow Hub, le hub. En gros, c'est des modèles pré-entraînés. Ça, c'est juste en fait prêt à l'emploi, clairement. Il faut juste faire un peu de code histoire que ça marche bien tout ça. Mais voilà, donc là, ça a eu un peu du mal. Voilà, mais on voit un peu la forme, d'accord, du drone. Ici, clairement, ça a eu un petit changement, mais très limite. Voilà, on va voir avec ça peut être intéressant avec ce style-là, avec des signaux sinusoïdaux. Donc ici, derrière, c'est de l'IA, et ça a plein d'applications que je vous conseille, si ça vous intéresse, de rechercher. Voilà, ici on a notre drone, on voit bien la forme globale du drone qui est inspirée avec le style des ondes. D'accord. Un deuxième point, je voulais juste relancer un peu vite fait ça. Un deuxième point, c'est la détection d'objets, très courant dans les applications actuelles de l'IA. C'est-à-dire que tu as une image et tu veux détecter les images qu'il y a dessus, certaines images précises. C'est bon, il est déjà tourné. Voilà, donc par exemple, là, on sélectionne le modèle. Là, en fait, on voit, quand j'expliquais qu'un système d'IA, c'était un modèle, un algo, plus des données. En fait, là, on sélectionne un modèle donné. Ici, c'est juste des modèles directement du TensorFlow Hub. C'est des modèles pré-entraînés. Mais on voit qu'il y a plein de modèles différents, très différents, qui peuvent être un peu barbares ici avec les noms. Voilà, pour vous dire qu'il y a plein de modèles différents, et encore maintenant. Donc là, j'en prends un particulier, je prends celui-là. Est-ce qu'il est déjà chargé? Voilà, on est bien le charger. Et donc, par exemple, si on veut prédire ce qu'il y a dans la salle de classe, là, on peut sélectionner une image. Bon, moi, j'ai mis une salle de classe, j'ai mis aussi une photo de l'île. Et en fait, si on fait tourner, donc là, on va juste sélectionner. Là, il charge l'image. Et donc là, il est juste en train de charger l'image. Allez, tu vas le faire. Voilà, il charge l'image, donc là, c'est une classe. Et là, il se base sur ImageNet, qui est un répertoire de données. Et il va détecter. Hein. Vous allez avoir le code sous la main si vous voulez tester après directement vous. Mais là, en gros, on n'a plus que l'algorithme qui va détecter, en fait, qui a détecté, voilà. Donc là, l'algorithme, là, on voit pas très bien, mais là, il détecte la phi.
il encadre avec l'encadrement vert. Et là, c'est un peu petit. Il y aura peut-être le plus grand, mais 68% de prédiction, je pense, qu'il met. En gros, il est sûr à 68% que l'objet ici, c'est une personne. Et 62%, ici 60%. Et là, en gris, on peut voir c'est des chaises. Donc là, il détecte bien beaucoup de chaises. Ici, ici. Ah, mais là c'est intéressant. Là, on peut faire un peu d'analyse. Là, il détecte une table de dîner en blanc, c'est intéressant. Et là, il détecte une télé, ici. Là, il détecte une TV, et pour lui, il est hyper sûr. Donc là, il y aura d'autres exemples que vous pouvez tester, ici. Donc, je ne ferai pas, sinon ça va un peu rallonger. Et enfin, un autre, je trouve super intéressant que vous pouvez tester. Ça s'appelle Kitap. C'est d'un russe, j'ai l'impression, vu son Kidub. Et en gros, vous allez juste un algorithme, il va juste écouter vos bruits de touches que vous êtes en train de taper sur votre clavier, d'accord? Et il va savoir, juste avec le bruit, d'accord, savoir quelle lettre vous êtes en train de taper, et du coup, il va savoir quel mot reconstituer. Donc, je vais pas le faire, là, c'est pas fait de recherche pour les intéressés. Et en fait, il a à 50% de précision, il va savoir quoi prédire. Et en fait, comment il fait, c'est juste que ici, vous l'entraînez. Donc là, je suis pas en condition, mais en gros, vous activez votre micro, vous tapez des lettres, par exemple A, il va associer à la lettre A, du coup, son bruit spécifique. Et du coup, vous l'entraînez, vous faites plusieurs fois A, comme ça. Bon, là, je suis pas en condition, en fait, vraiment dans le calme. Il faut avoir dans le calme. Puis B, vous testez plein de choses. Donc là, en fait, il s'entraîne,